qu'on doit écraser. C'est parce que c'est pour pouvoir donner au monde entier, démontrer au monde entier que le peuple algérien est capable de se prendre en charge, est capable de mettre hors d'état de nuire tous ces criminels. C'est comme ça que nous pourrions arriver à notre but. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. La baraka. C'est grâce à nos aînés que nous sommes là. Hein. C'est grâce à eux. Grâce à nos aînés, femmes et hommes, qui ont cru et qui croient toujours au rêve. Quand je dis le rêve, ce n'est pas utopique. Ce n'est pas de l'utopie. Nous rêvons sensés. Nous rêvons de choses réalisables. Et pourquoi je l'appelle le rêve? Parce que, par la force des choses, l'Algérienne ou l'Algérien est arrivé au point où il considère certaines de ses revendications élémentaires outre-mer, ailleurs, juste en traversant la Méditerranée, pour l'Algérien et pour l'Algérien, c'est devenu quelque chose d'inaccessible, un rêve. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système, avec son arsenal militaire et son arsenal juridique, son arsenal policier, son arsenal, ses conservateurs, ses relais, ses organisations satellites, sa télévision et ses clones, son école, ses mosquées, le système fait en sorte que la pensée unique reste en vigueur. Pourquoi? Bech, au lieu de penser à améliorer ses conditions, sa condition sociale, culturelle, économique et tout ce qui s'ensuit, on se rabat sur des considérations idéologiques ou sur des considérations tout élémentaires les unes que les autres. C'est-à-dire qu'il y voit, il dénie de l'habs parce que Cheikh Abdessamad a un t-shirt jaune. Il m'a accusé de militantisme, de séparatisme, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire l'ironie du sort, de non-sens. On nous a rendu à cette portion-là de quelqu'un qui milite, plutôt qui se bat juste pour ne pas aller en prison, ou bien quelqu'un qui se bat pour libérer les prisonniers, les prisonnières qui ont été injustement incarcérés parce qu'ils ont exprimé une opinion, tout simplement. J'exprime une opinion pacifiquement, et c'est une opinion qui n'a rien d'extravagant ni d'insensé, et je me retrouve en prison. Vous les voyez, nous en avons affiché un bon nombre. Il faudrait penser surtout à constituer cette force de proposition, cette force citoyenne capable de faire basculer la situation, c'est-à-dire capable de faire des propositions, capable de négocier en position de force. Nous devons nous réunir, mesdames et messieurs. Nous devons nous rassembler. Nous devons nous organiser. Mais allez, chacun en fonction de ses moyens et de ses capacités. On est réunir on n'a pas à appeler ni à la République de l'Armée, ni à la République de l'Armée, ni à la République de l'Armée, organisez-vous dans le plus petit cellules qui soit, que ce soit au niveau du quartier, au niveau du village, au niveau des entreprises, là où ils travaillent, s'il y a entreprise ou s'ils travaillent, même au niveau des cafés, au niveau des villes,
au niveau des régions. Constituons-nous en groupe, en collectif, en association, en organisation, et pas forcément aller demander un agrément, parce que la Hmida, on va jouer avec Hmida, c'est lui Da'ab, c'est lui Al-Sham, c'est-à-dire il est jugé parti. Donc nous devons évoluer en marge de la logique de Hmida. Hmida pour reprendre l'adage populaire qui dit Da'ab Hmida, Sham Hmida. On ne jouera pas avec Hmida et on n'attend pas que Hmida nous accorde un agrément de on peut militer ou on peut revendiquer quoi que ce soit. Hna binatna, organisons-nous. Rire, zouj, tlata, si dans chaque quartier il y a une cellule de 3 personnes ou 4 personnes, c'est déjà une avancée. Et c'est comme ça qu'on reconstituera le tissu social. Le tissu social qui a été lâchement assassiné, ou plutôt qui s'est effrité. Le tissu social, il s'est effrité à cause du matraquage audiovisuel, l'est d'idéologie mortifère et de nationalisme hybride. Mesdames, Messieurs, encore une fois, nous croyons en vous, nous nous revendiquons dans la famille qui avance, nous nous revendiquons dans la modernité, nous nous revendiquons dans ces larges ponts de la société algérienne moderne, libre, mais qui est empêchée d'évoluer. Et pourtant, c'est cette société-là qui veut avancer naturellement vers le progrès. Parce que celui qui ne s'inscrit pas dans la voie du progrès et de la modernité et de la liberté et du vivre ensemble, c'est lui qui va à contresens de l'histoire, c'est lui qui est contre nature. Nous ne le sommes pas. Je ne suis pas obligé de croire ou de ne pas croire. Comme je ne suis pas obligé de m'incliner devant un quelconque responsable ou militaire, quel que soit son rang hiérarchique. Mais je suis obligé. Il est citoyen, je suis citoyen, il est là pour faire son travail. Il fait son travail. Un colonel ou un général ou un responsable, un haut responsable, un directeur, il est payé pour faire son travail et il doit rendre des comptes. Mais il doit faire son travail, c'est-à-dire quand il ne fait pas son travail, quand il verse dans le détournement ou la mauvaise gestion qui est généralement née de l'incompétence d'une part, et d'autre part, la mauvaise gouvernance née de la malhonnêteté. Nous les combattrons. Nous combattrons la malhonnêteté. Nous la combattrons. Et nous en avons les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est justement notre organisation. C'est quand on est organisé qu'on peut demander, réclamer, revendiquer. Si on n'est pas organisé, on n'ira nulle part. Voilà. J'aimerais bien que quelqu'un intervienne, nous donne son point de vue. Une femme, un homme, on aimerait bien que quelqu'un prenne la parole. Je vous invite donc à prendre la parole. En attendant que quelqu'un se manifeste, j'aimerais bien parler des préalables justement de la démocratie, tels que nous les avons définis dans notre texte fondateur. Il y a un principe inaliénable, un principe dont on ne peut pas nier l'existence, ni revendiquer autre. Ça va, monsieur? Vous allez bien? Ouais. Vas-y, doucement. Doucement, Bagdad. Donc, nous avons... Bon après-midi, monsieur. Donc, nous avons nos revendications. L'une de nos revendications principales, c'est la liberté de conscience et la liberté d'exercer son culte.
monde est libre de croire en ce qu'il veut, à condition qu'il n'aille pas obliger les autres à raisonner comme lui. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le problème, c'est quand l'État prend parti pour les cercles rétrogrades et obsolètes qui revendiquent toujours la pensée unique. Voilà, liberté de conscience et liberté d'exercer son culte. Tu es libre. Libre de penser ce que tu veux. Quand tu es libre de croire ou de ne pas croire. راك حر راكي حرة خمم كيما تحب وآمن كيما تحب. Et personne n'a le droit de venir vous juger ou bien vous punir ou bien vous blâmer pour ça. Tu es libre. Nous dans le sabah, si mon vœu ou bien je suis dans mon élément quand je prie pour un Dieu, qu'il soit terrestre ou une divinité quelconque extraterrestre, ça n'engage que ma personne. Je retrouve mon élément. Ma paire de claquettes, ça n'engage que ma personne. Je ne vois pas en quoi je pourrais déranger le reste du monde, par exemple. Mais le problème de la pensée unique, c'est qu'ils veulent régir même ta manière d'être chez toi-même. عندك في دارك ويحاسبوك. Comment manger, comment boire, les toilettes de la gauche, peut-être معك الشيطان يزاحمك في les toilettes ولا je sais pas quoi. يتقعد عندك دعاء pour éviter تانيك الشيطان. Enfin, moi, quand j'étais enfant, je ne connaissais pas ça. Je n'ai pas grandi dans ce milieu. ما كبرتش في هذا الميليو هذا. راش تشوفوا الناس لحقنا الناس réclamaient un vaccin halal. J'ai jamais entendu ça. Pourtant, je me suis fait vacciner plusieurs fois qui compte ça. ما سمعتش والديا ريفونديكاو داروا لا ريفونديكاسيون هذه تاع par exemple. هذا علاش نعطيكم ليكزومبل هذا تاع الفاكسان حلال. C'est pour voir la déliquescence de l'État. وين تقدر تلحق المجتمع. Quand tu as affaire à un État hybride déliquescent, il transpose sa déliquescence et son hybridité, il la transpose à la société avec tous les moyens dont il dispose. Avec ses pétrodollars, avec ses chaînes de télé, sa chaîne principale et ses clones, avec son système, avec son administration, avec son système éducatif, ils transmettent des idées obsolètes, dépassées par le temps et les événements. Il est temps de franchir cette logique-là et d'aller vers la voie du progrès. Il y a multiples exemples de réussite dans le monde. En fait, le fait qu'on classe les pays ou les États en fonction d'une nomenclature et on nous a classés parmi les pays du tiers-monde, ça a toute une signification. Parce que quand on est du tiers-monde, ça ne veut pas dire que notre économie va mal. Il y a un moment où le pétrole faisait 150 ou 160 dollars le baril, mais ça n'a pas eu d'impact positif sur le degré de conscience. Parce que les institutions de l'État qui sont censées jouer ce rôle ont persévéré dans leur campagne dans leur campagne idéologique moyenâgeuse. Pour toujours maintenir le pouvoir en place et que le système se maintienne en place. نقتل ولا ندبح جارتي qui ne porte pas le hijab. Et je ne branche pas pour la mauvaise gouvernance. نشوف الحالة نهرو كاع في les institutions qui sont autour de moi au sein, par exemple dans mon village, نشوف باللي rien ne fonctionne. على بالي باللي نسمع بدي زافير تاع لا كوربسيون، دي زافير تاع لي مالفيرساسيون، الطريق ماشي مخدومه كوم il se doit.
les immeubles ils ne sont pas conformes. نشوف باللي الماء ما عنديش لو بوطابل، نهار تجي نهار يكون الماء عندي في الدار لو بوطابل يجي العين تسيل 24 اور نخرج نديفيلي برا بالفرحه. Tellement qu'on m'a habitué à ne pas jouir de cette eau potable en H24. طيح لي ما نقدرش ندوش ولا نروح ندير بلا فيي ميثود لا مارميت نسخن الماء. علاش؟ On est au 21e siècle dans un pays qui produit du pétrole. علاش عليا انا هذا كاع؟ دونك لحقنا الوقت وين هما حبوا باش لا سوسيتي المجتمع il réclame pour des considérations idéologiques religieuses et il ne bronche pas par rapport à la mauvaise gouvernance. Et il faudrait que ça change. Omar, Doka. Viens Omar, viens. Ah, viens. Tu veux parler là-bas? Voilà. Excusez-moi, je vais essayer de... Excusez-moi, j'aurais souhaité ne pas faire de redondance, même si je vais me permettre une petite trivialité. Tout à l'heure, notre ami parlait de l'Ab Hamida ou Racham Hamida. Je vais continuer par une autre trivialité. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Mes chers amis, je vois qu'il y a une certaine... la place de la République est clairsemée. Mais le pouvoir en place est intéressé par cela. Il ne faut pas s'éloigner de la politique. Parce que en nous éloignant de la politique, on laisse libre cours et on laisse le terrain vide au pouvoir en place. Donc, il faut absolument revenir, battre le pavé, faire de la politique, autrement dit, s'occuper de la gestion de la cité, s'occuper de la gestion de notre cité. Il est hors de question de laisser cet espace, non simplement d'action, mais de gestion aux militaires et ou aux islamistes. Et je suis sous la banderole pour une double rupture, ni militaire, ni islamiste. Mais en fait, c'est aussi consubstantiel. Les islamistes ne peuvent pas exister sans les militaires. Et les militaires ne peuvent pas exister sans les islamistes. Subhanallah. Les Djouch, ils baladent à l'île. Il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils peuvent ne pas être. Et moi, je vous appelle tout simplement à être vigilants. Et ce qui se passe aujourd'hui, au-delà du système en place, il est question de la gérontocratie, ou du népotisme, ou le vol à ciel ouvert. Le gars, il s'est même permis de prendre des lingots d'or. Vous voyez à peu près jusqu'où va le sens de la perception de l'impunité de ces gens au pouvoir. Des gens qui étaient considérés comme hommes d'État. Ils se permettent de mettre dans leur petite poche de l'or et aller le vendre puis Knis. À cela s'ajoute la violence du système. La violence du système, mes chers amis, vous savez très bien ce qui se passe dans les prisons aujourd'hui. Il y a un homme politique, un activiste politique, qui vient d'être déplacé dans le Sahara. Et il y a un homme des médias qui subit les affres de l'emprisonnement des géoles algériennes. Et croyez-moi, ce n'est pas des camps de colonies de vacances. Attention, je crois qu'on peut même savoir que leur pronostic vital est complètement réservé. En fait, cet état en place, il s'autruche un peu de nous tous. Hein. Ce qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie et avec quelque chose qui est en train de se passer complètement inaperçu, un sujet très important qui est celui de la dilapidation du bien des générations futures. Maintenant, on s'attaque aux mines
on veut exploiter par exemple le zinc et le plomb du côté de Ouadamezur en imposant un crime écologique et un crime sanitaire. Il faut être vigilant. On est en train de détruire un pays. On est en train de détruire un pays comme on a commencé à le détruire dès on est sorti de la guerre d'indépendance. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut revenir à la politique, il faut nous organiser, il ne faut pas cesser de parler, de crier sa rage contre un pouvoir qui, au-delà de l'aspect idéologique, est un pouvoir qui est critiquable en termes d'efficience. Il ne peut pas gérer un peuple. Et donc un pouvoir qui n'est pas capable de gérer un peuple et le mener vers la lumière est un pouvoir qui est plus qu'obsolète. Il est criminel, surtout s'il ne laisse pas la voie à d'autres alternatives politiques. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Armand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut prendre le micro, qui veut parler? Monsieur. Libérer les otages n'est pas l'objectif. Et bonjour, j'aurais simplement une question à vous adresser. Sur le concept de laïcité que vous appelez de vos voeux, est-ce que vous pourriez nous donner des détails pratiques sur la manière dont vous allez rendre ce principe effectif, en particulier sur la question du rapport entre l'État et les religions, puisque, à ma connaissance limitée bien sûr, la laïcité se présente, il y a quelques principes différents. Par exemple, la laïcité selon John Locke, qui consiste à instaurer une séparation entre les églises et l'État pour mieux permettre la liberté religieuse. Et ça, c'est le modèle plutôt anglo-saxon. On a ensuite la laïcité voltairienne, anticléricale, qui est plutôt une esprit de combat, qui vise en quelque sorte à éliminer du champ social, peut-être à être anti-religieuse, pour dire les choses clairement. Ensuite, vous avez la laïcité rousseauiste, qui consiste à instaurer une religion civile, permettant en fait à toutes les religions de se retrouver, et sans pour autant se référer à une religion révélée. Ça, c'est sur le plan théorique. Après, sur le plan pratique, la laïcité donc, est essentiellement développée dans les pays anciennement chrétiens. Dans les pays musulmans, on peut citer le parent de la Turquie, qui est donc effectivement un pays laïque, mais qui dans son fonctionnement fonctionnarise des imams par exemple. Donc dans le modèle que vous appelez de vos voeux, est-ce que vous avez réfléchi de façon pratique à la manière concrète dont vous allez dérouler en fait ce concept de laïcité en Algérie? Donc très concrètement, quel sera le statut des imams? Est-ce qu'ils seront nommés ou pas? Est-ce qu'ils seront fonctionnalisés ou pas? Quel sera finalement le financement, etc., etc. Merci. On doit juste avoir notre combat. Notre combat, c'est d'instaurer un état de droit. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici à Place de la République afin de débattre et d'échanger. Ce que nous souhaitons d'ailleurs. Malheureusement, dans certains cas, le débat et l'échange n'est pas possible avec certains, notamment militants, qui militent ici. Et à chaque fois, nous sommes tout le temps victimes d'agressions, d'insultes. C'est comme si nous portons un projet très lourd et qui remet en cause même l'existence de certains. Donc nous continuons à nous battre et à croire à notre idéal, à notre philosophie, qui est pour un État démocratique, progressiste et laïque, militaire et islamiste. Et ni les insultes ni les agressions de certains qui nous pousseront à abandonner le combat. Par rapport à la question de la laïcité qui a été posée par notre ami, il faut savoir aussi que la laïcité est un combat de valeurs et de principes. Nous, en Algérie, nous laïcs, nous qui nous battons aussi pour le projet laïque, nous ne voulons pas reprendre les expériences des uns et des autres. Nous ne nous battons pas pour reprendre la laïcité à la française, à l'américaine, à l'allemande ou autre. Nous nous battons pour un projet laïque parce que nous avons fait Nous nous battons aussi
pour nos valeurs. Et nous avons des valeurs, les nôtres, c'est vrai qu'elles sont communes à toute l'humanité. D'ailleurs, nous disons que les valeurs démocratiques sont aussi universelles. Mais parce que cette question revient tout le temps, des gens qui nous disent est-ce que nous allons appliquer la laïcité à la française. Moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à la laïcité à la française, par exemple. Nous savons que la France est un pays de culture christianiste. Et puis, par exemple, quand il s'agit par exemple de jours fériés, c'est toujours les jours liés à des fêtes chrétiennes, mais jamais les autres. Et moi, je pense que dans un pays laïque qui se respecte, soit nous devons considérer toutes les cultures, toutes les religions, ou sinon, c'est-à-dire qu'on doit fêter toutes les fêtes religieuses, ou sinon, c'est le contraire, nous ne devons pas fêter une autre par rapport à d'autres. Donc moi, le projet laïque, nous le voyons de cette manière. Nous demandons la laïcité de l'État, des institutions de l'État. Ça veut dire que demain, l'État, avec ses institutions, doit avoir des relations avec des citoyens. Et pas avec des sous-citoyens ou des citoyens B et A. Ça veut dire que toutes les personnes qui vivent dans ce pays sont égaux et vivent. Et le rapport qu'il doit y avoir entre l'État et ses institutions et les citoyens est un rapport d'égalité. De un, la laïcité des institutions et la laïcité des manuels scolaires, des écoles et de l'université. L'école et l'université sont des lieux de savoir, ce ne sont pas des lieux de culte. Dans l'école et à l'université, on enseigne le savoir, on n'enseigne pas autre chose. Les exemples sont multiples, on en a cité ici quelques-uns. Il m'est arrivé de discuter comme journaliste avec des étudiants de droit à Alger. Des étudiants qui m'ont dit que leurs profs ne leur enseignent pas certains penseurs parce qu'ils sont d'origine juive ou chrétienne, ils ne sont pas musulmans. Donc ces profs, de par leur idéologie, de par leur orientation politique, de par leur penchant, ils préfèrent donc enseigner des profs dits arabes du Moyen-Orient, du Moyen-Orient, du philosophes arabes et musulmans, que philosophes tout court. Donc, à ce moment-là, les lieux du savoir ne sont plus lieux de savoir, ce sont des lieux d'autre chose. Et si chaque enseignant va appliquer un programme qui lui convient, ce n'est plus l'école de la République, c'est une école, c'est autre chose, il faut l'appeler autre chose. Donc la laïcité que nous voulons appliquer, c'est la laïcité tout court, c'est pas la laïcité à la française, ni à l'américaine, ni à l'anglaise, ni à l'allemande. C'est la laïcité. Et la laïcité, c'est la séparation de toute religion, de toute influence religieuse à l'intérieur des institutions de l'État. Et la laïcité des institutions, la laïcité du rapport de l'État vis-à-vis du citoyen, la laïcité de l'école et de l'université. Et dans la laïcité, c'est le respect de toutes les croyances. Toutes les croyances qui sont considérées sur le même pas par rapport à l'État. Ça veut dire qu'on ne va pas privilégier une croyance par rapport à d'autres. Parce que la croyance est de l'ordre privé. Ce n'est pas de l'ordre public. C'est les citoyens, c'est les personnes qui sont croyants, et pas l'État. L'État ne peut pas être croyant. L'État ne peut pas être ni musulman, ni chrétien, ni judaïste, ni bouddhiste. Ce sont les citoyens. Et nous devons comprendre aujourd'hui, surtout de par notre passé, ce que nous avons vécu, pas les autres peuples. C'est-à-dire on ne va pas prendre les expériences des autres, on va prendre notre propre expérience durant les années 90. Nous avons vu nous avons vu les conséquences des personnes qui instrumentalisent la religion à des fins politiques. On parle du fils. Nous avons vu le massacre qu'a donné justement ce projet. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à l'avoir vécu. Maintenant, c'est le monde entier qui est menacé par ce phénomène fasciste d'ailleurs. Donc, nous devons tirer profit aussi dans nos propres expériences et de celles de nos voisins. Moi, je voulais parler d'autre chose, mais par rapport à la laïcité. Donc. Nous avons vécu une expérience très douloureuse avec l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Des centaines des milliers d'Algériens ont perdu la vie, d'autres ont donné de leur sang
pour la sauvegarde de la République. Certains disaient que c'était aussi un combat aux côtés des militaires, aux côtés des systèmes. Justement, c'est ça l'erreur, et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut mener un travail aussi de conscientisation. Il y a la nouvelle génération, y compris dans les rangs de la police, de la gendarmerie, des militaires, qui n'ont pas connu les années 90, et qui ne connaissent pas malheureusement l'histoire. Aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux se laissent berner par les islamistes qui veulent dédouaner aujourd'hui les islamistes de leur crime. Donc des gens qui disent que les islamistes étaient victimes et que ceux qui assassinaient étaient les militaires et les services secrets. C'est comme si nous avons vécu l'islamisme en Algérie, mais nous étions en Madagascar. Nous avons vécu en Algérie et nous connaissons l'islamisme, nous connaissons les islamistes et nous savons comment ce projet a évolué. D'ailleurs, les islamistes n'ont pas commencé à assassiner en 90 après l'arrêt du processus électoral. Leur première victime est Kamal Hamza, assassiné en 82 à l'université de Ben Aknoud. Ça n'a pas commencé en 95 ou en 92. Ça a commencé bien avant, avec le mouvement des frères musulmans. Donc pour reprendre un peu et ne pas m'étaler sur la question, nous nous battons pour la laïcité tout court, pour que tous les Algériens et les Algériennes soient considérés comme égaux, sans distinction aucune, ni de couleur, ni de sexe, ni d'autre chose, ni de langue, ni d'autre chose. Tout le monde est égal. C'est le combat que nous menons. Nous nous battons aussi pour que tout Algérien, toute Algérienne soit considéré comme tel, égal de l'autre, devant les institutions de l'État. Il n'y aura pas de différence. Et nous nous battons pour que l'instrumentalisation de la religion des fins politiques, ce qui nous a causé plusieurs décennies de massacres et de malheurs et de douleurs, ne se reproduise plus. Voilà. C'est première partie. J'ai assisté hier à la manifestation des Tunisiens ici à Paris. Bon, il a posé une question, j'ai répondu. S'il veut reprendre, pas de problème. Bon, je peux laisser quelqu'un intervenir. Moi, je suis là, surtout aujourd'hui, pour vous parler des expériences du voisin, notamment le cas tunisien, qui est un cas édifiant. Je voulais reprendre un peu l'historique de ce mouvement, du mouvement populaire aussi, qu'on appelait à l'époque le mouvement, la révolution du jasmin, comme a été la nôtre aussi, la révolution du sourire. Et comment le mouvement populaire en Tunisie s'est transformé en mouvement de liberté, de démocratie, qui a abouti vers autre chose. Et 10 ans plus tard, malgré qu'en Tunisie aujourd'hui, les élections sont transparentes. C'est ce qui est incroyable, nous ne l'avons jamais vécu nous, et nous voyons que déjà arriver au stade d'une élection transparente, c'est déjà un grand pas. Eux, ils ont réussi à arriver à cela. Il y a l'alternance du pouvoir. C'est-à-dire le peuple tunisien vote pour quelqu'un et cette personne est élue. C'est incroyable. Ils se sont battus contre la dictature de Ben Ali, et Ben Ali n'est plus là. Mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit en Tunisie? 10 ans plus tard, le lendemain du 10e anniversaire de la révolution tunisienne, qui est le 14 janvier, des milliers de jeunes manifestent, entre autres pour la justice sociale, pour la dignité. Et beaucoup d'entre eux se disent aujourd'hui, j'ai l'impression que le mouvement populaire en Tunisie a fini par épouser les idiots du mouvement de rupture. Aujourd'hui, en Tunisie, on crie les Nid de Setera, qui pour eux, le RCD de l'époque du parti de Ben Ali, donc le parti du pouvoir, ni le Khwanjia. Donc, et chose que nous disions depuis des mois et des mois, nous disions qu'il faut, justement, il y a beaucoup de choses à faire, et des choses que je vais expliquer plus tard, afin d'éviter justement le cas tunisien, le cas égyptien, mais surtout les cas libyens. Donc je vais revenir un peu sur ces 3 axes, afin de savoir où nous sommes aujourd'hui par rapport à, parce que nous avons des expériences voisines, et qui sont des expériences similaires à la nôtre. Voilà, je reviendrai. Je vois un thème. Jeunes et vieilles, les larmes de nos aïeux, mais aussi les chants de notre âge. Chantons encore les gémissements vous avez oublié que qui Tertullien, font c'est pleurer le l'évêque silence de de nos Carthage, frères et nos donc sœurs la Tunisie actuelle, qui est un grand en théologien, un grand philosophe. 1845. Je les vois à l'intérieur de Il n'y a pas verres une flashés. croyance
qui peut devenir notre croyance. Donc il a mesure. Sanabra, c'est un Africain du Nord. C'est au XIIe siècle. a été assassiné par les eaux fumantes. On est libre avant l'Europe, avant l'Occident. Ce sont des catholiques. C'est un catholique qui dit ça. Un catholique qui dit que nous, on croit à notre croyance, elle est permise. Saint Augustin, il dit la vérité c'est Dieu. Il dit pas la vérité c'est le Christ. Parce qu'il sait très bien que Saint Augustin est un grand philosophe, un grand théologien. S'il dit que la vérité c'est le Christ, il exclut toutes les autres croyances. Saint Augustin, qui est un Algérien, un Africain du Nord, il croit à d'autres croyances. Plus tard, au XIe siècle, au XIe siècle, il y a un grand théologien, Thomas d'Aquin, qui parle de la vérité. Et c'est un philosophe, un théologien musulman, qui est venu lui dire est-ce qu'une croyance peut contredire une autre croyance? Il dit un Damazir. Damazir, ne s'arrête pas. L'Église, le Khouvaïen, la façon qu'il avait publié le Khouvaïen, là, أعطاس القبائل قال جماع الإيمان يجمع دمرها la pensée nord-africaine. Donc aujourd'hui, on est libre d'avoir la pensée qu'on veut. Donc on n'a pas besoin de laïcité à l'européenne, ni à l'anglaise, ni à l'allemande. Ça coule. On s'autosuffit. Je vous remercie. Merci. Mesdames, messieurs, est-ce qu'il y a une autre ou un autre intervenant? Gilou? إخوتي إخوتاني مسلمين عليكم. يا شعب جزائري يا شعب جزائري فرح فرح Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Populisme, le populisme. تعرفوا هذا تعرفوا on va passer au concret هذا تعرفوا هذا من أضرار راه في الحد جزائري راه في الحد مسكين. Le problème en Algérie المشكل لازم كامل نفهموا باللي le problème en Algérie c'est l'article 2 qui est utilisé par le gouvernement. Le jour où الجزائري يفهم باللي راهم يدرحوا فيه بالارتيكل 2 هذاك النهار الجزائر تكون بخير. La prise de conscience شحال وحنا نهضروا عليها ما مزيان هضر عليها قبيله. Comment qu'un État peut-il être religieux? لازم il faut se poser la question. Comment qu'un État يصلي يصوم يزكي يدير التراويح؟ Comment qu'un État يصوم ايامات الصابرين؟ quoique كما قال لي بابا انا تاع مطلقين وما قدرت لهم شويه نروح للصابرين. L'islam est la religion de l'État. Problème numéro 1 الأول في الجزائر. Deuxième problème le cas de la famille. هاهم زوج مشاكل العويصة. D'ailleurs, je suis désolé de ne pas constater qu'il y ait des femmes, au moins autant de femmes que d'hommes. Il y a toujours un minimum de 75% d'hommes et 25% de femmes. Ce n'est pas normal. La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. ولا تستناو يعطيوكم الحرية يبتزوا معاهم ما تديوهاش للأبد. لازم تشمروا لازم تهضروا لازم تخرجوا. أنا j'ai écouté قبيلة 3 personnes premières personnes parler en cabine.
malheureusement ما نفهمش مانيش قبايلي. Il y a des Algériens incomplets. مانيش قبايلي. Mais فهمت madame, les deux dames هذوك اللي كانوا يهضروا. فهمت le monsieur d'un certain âge, il est âgé. فهمتوا هضروا معايا لي تريب ديالي هضروا معايا لي تريب ديالي. Ce sont eux les Algériens. هادو هما الجزائر. الجزائر سي صا. الجزائر راهو امازيغي ما راهوش حاجه واحده اخرى. كاتب ياسين وشقان. Le problème en Algérie est l'arabo-islamisme. L'arabo-islamisme. L'Algérie est un pays méditerranéen, un pays nord-africain, africain. وحنايا ننتمي, on n'a même pas de personnalité, ننتمي, on dépend. Un Amazigh ne dépend de personne. Un Amazigh ne dépend de personne. De personne. هذه لازم تدخل في رسالكم. عندنا ولي قراب qui décide pour nous. ويتخرب بي انا مع لي زراب. لي زراب راهم مرابي. انا راني اون الجيري. راني امازيغ. Et je ne lâcherai pas l'affaire. خشاو عنا depuis la nuit des temps. يا Mais أصلنا d'abord. Alors, l'islam est la religion de l'État. L'islam est la religion de l'État. هذه لازم يفهمنا فيها هذا الحكم. Il faut des tables rondes. لازم. أنا j'ai demandé à ceux qui utilisent l'islam. Je n'ai rien contre les religions. Je hais les religions. Je les hais. Parce que من شخصيتك تدافع. قال ربي قال البروفيت قال يديروا البوانير. يحب يقول وانا ما نقولش. والراجل شخصية تاعي دينا ربي. انا لما ولدت لي ولد 9 شهور كيفاش يجي لي واحد من مكة ولا المدينة يقول لي نسواسي. انا على الشيطان خدموا دين ربي. ريفليشيتي لو ديو راكم كبار. كيفاش يجيك يديروا كذا وكذا يقول لك هاو كيفاش المسير هاك باش تمشي. هاد الحكم هاد لي كرابيل هاد لي سونجي اللي راهم في الحكم هاد لي كريمينال qui n'ont pas les idées sur les moyens pour même tuer nos enfants. Pour la zidanie partout au Maquis. Il inspire les islamistes qui nous ont attaqués juste par notre arrivée. Agression caractérisée. Parce que on n'a pas le droit de parler. Alors, j'ai pris une décision personnelle. J'ai tout le temps été démocrate. تطبعوا فيه الناحية الديمقراطية نولي ديسبوت تمشي ولا نحس ربك بيك مدين ما تنوش بها جيل كم ça. Tu n'as aucun droit. Voilà. شيكوتوا علينا درتوا شواكر علينا ذبحتوا ولادنا ذبحتوا نو مير نو بير ذبحتوا نو سولدا مازال تهضروا مازال تحلوا في كوامكم. C'est fini tout ça. Ni militaires, ni islamistes. Habou les mettre habou. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Allez, PPH Niqash Abadan. Ils sont morts. L'Algérien va reprendre ses terres, ses us et coutumes. Je demande pas aux Kabyles de maintenir leur langue. Au Chawi, de faire pareil. Chouel, Mlimzat, Chnawa, Chinoui, Gia. La langue maternelle, c'est elle qui véhicule ton identité. C'est elle qui véhicule ton passé. Les bergers que nos grands-mères chantaient,
les berceuses. Regarde, vous avez été bercés par les belles voix de vos mamans avant de dormir. Berce les dinero. Berce. Blora, je blora. L'eau qui peut terminer ou l'eau. Ça suffit, vous comprenez. Je suis désolé, je suis remonté parce que لازم تفهموا l'islam qui est utilisé par les corrompus, les voleurs, les criminels. Être les deux, ni militaires, ni islamistes. À dire, je vous remercie. exactement par rapport à la question des religions, c'est la position du mouvement double lecture, d'une manière générale. Nous souhaitons que toutes les religions puissent vivre en harmonie entre elles. Toutes. Nous souhaitons que l'Algérie ne sera pas demain favorisée par rapport à une religion ou à une autre. Parce que, comme je l'ai dit, la religion relève de la sphère du privé. L'État ne peut pas épouser une religion. C'est impossible. Et nous battons aussi pour que des Yassine Mibarki, Walid Chida, Walid Naqish, Jamal Azaïm ne soient pas emprisonnés pour leur vie. Parce qu'ils épousent une autre religion, ou parce qu'ils n'ont pas de religion tout simplement. Que cela cesse. Ça c'est du... Moi je reviens au sujet initial. Le sujet du mouvement populaire et l'expérience de nos voisins. Nous pouvons en parler aussi, même si nous n'avions pas vécu l'expérience nous-mêmes. Et j'ai l'impression que nous vivons les mêmes expériences. Ça veut dire aujourd'hui, plus de 30 ans des années 90, nous sommes condamnés encore une fois à nous battre sur tout front. Contre le régime en place et contre les islamistes qui veulent faire aujourd'hui de l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? C'est exactement pareil que l'Algérie. Exactement pareil. Sauf que nous vivons une expérience en 2021. Ce n'est pas en 2011. En 2011, avec l'avènement des révolutions dites arabes, il y a eu des jeunes femmes et des jeunes garçons, des jeunes hommes qui se battaient pour la liberté, pour la démocratie, contre la dictature, contre le despotisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, le rêve de la démocratie, de la liberté, s'est évaporé avec la prise du pouvoir par les islamistes. C'est exactement le cas en Tunisie avec le Narda, exactement le cas en Égypte avec les frères musulmans, et c'est exactement le cas de la Libye qui est encore plus grave, parce que dès que le Conseil national de transition, du moins ses membres, ont mis les pieds à la capitale libyenne, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont appelé leurs alliés, Erdogan, parce qu'on oublie que Erdogan est le deuxième pourvoyeur de l'OTAN. Ça, on l'oublie. Pourvoyeur de l'OTAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le deuxième pays au monde qui finance l'OTAN et qui donne et de ses moyens militaires et de ses moyens humains militaires, de ses soldats dans l'OTAN. Ils ont appelé l'OTAN pourquoi? Pour évincer Kadhafi. Voilà l'un des problèmes aussi du mouvement populaire algérien. Parce qu'on personnifie le système. Système les généraux, système Bouteflika, système Haddad. On personnifie, on oublie ce que c'est le système. Ce sont des partis IES, qui partagent les mêmes intérêts dans un contexte particulier. Ça veut dire, dans le système, il y a aussi des citoyens comme vous, comme moi, qui ne veulent pas que le système change. Parce que je suis épaulé. Ma société travaille dans la médiocrité, dans les pots de vin, et ça m'arrange. Ça m'arrange. Pourquoi voulez-vous que le système change? Si ça change et qu'il y aurait demain un État démocratique dans lequel on combat la corruption, il n'aura pas sa place et son entreprise va disparaître. Donc le système qui c'est un tout. La philosophie, les pratiques, le projet, les alliances, c'est un tout. Les islamistes ont eu le pouvoir en Égypte. Ils l'ont eu en Tunisie. Ils ont détruit la Libye aujourd'hui qui est partagée en plusieurs régions.
Et demain, il est très possible d'avoir une Libye divisée en 7. Une partie pour les frères musulmans, une partie pour les wahhabistes, une partie pour les Américains, les alliés de Haftar, une partie pour les berbères parce qu'ils n'arrivent pas, à se retrouver dans les autres régions, dans les autres courants politiques qui divisent la Libye. Donc le cas de la Libye est encore plus grave. Très grave par rapport aux autres pays. Je reviens aux cas tunisiens et aux cas égyptiens qui rassemblent un peu à ce que nous pouvions vivre ou à ce que nous allons certainement vivre. Le système algérien est très malin. Donc, dans certains contextes, il s'appuie sur différentes idéologies. On ne doit pas oublier que Bouteflika était appuyé par des trotskistes, par des communistes, par des nationalistes, par des démocrates nationalistes. Il a en parlant de l'Akhbaïen, les Arabes, les Chaouiens, il a les tribus, dans les tribus Touareg, capable de régler ses problèmes. Il met ce qu'on appelle les référenciers, les grands chefs Touareg, la raison pour laquelle chez les Touareg, rien ne changera à vie tant que le peuple ne reprend pas son pouvoir aussi. La reprise de pouvoir, c'est aussi dégager ses chefs de tribu, y compris chez les Nzab. Généralement, c'est eux qui négocient à la place de leur population. Ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie pendant les presque 3 années de transition démocratique? Parce que les islamistes se victimisent, le cas chez nous. On était victimes, les années 90 étaient victimes, à travers, parce que les islamistes, moi qui ne connais pas très bien ce mouvement islamiste depuis 2011, parce qu'en 2011, dans le cadre des révolutions dites arabes, il y a eu aussi un soulèvement en Algérie. Et ces islamistes ont essayé de nous récupérer. Ils ont essayé de nous récupérer par différents moyens. Ils n'ont pas réussi tout simplement parce qu'on est vacciné. On est vacciné contre l'islamisme. Et on est malin aussi par rapport même à l'islamisme qui pratique la taqiyya de la dissimulation. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas face à un islamisme wahhabiste. L'islamisme wahhabiste aujourd'hui, il a changé de nom, c'est terrorisme. C'est un projet voué à l'échec. Aujourd'hui, nous faisons face à une autre forme de l'islamisme, qui est l'islamisme des frères musulmans qui pratique la taqiyya, l'art de la dissimulation. Ça veut dire de façade des démocrates, mais de l'intérieur, il va à l'État islamique. C'est ça la ruse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi je comprends, les Smouth, en Algérie, quand on nous dit non, ils n'existent pas, parce qu'ils ne les voient pas. Mais ils agissent sur la masse. Comment ils agissent sur la masse? Là, vous vous rappelez tous qu'on revendiquait au début du mouvement Algérie libre et démocratique. Deuxième République, transition démocratique. On s'entête ces revendications. Aujourd'hui, les généraux Khoubassa, Noskat al-Nizam, Khawa, ensemble. Mais il dit qu'une féministe se dit ah, il est droit de la femme, ah, il faut l'asperger avec l'acide. Ah, moi, je fais une critique du mouvement populaire, où il n'a pas harké. Ah, tu dis les militaires islamistes, ou il n'a DRS. C'est ça le Khawa. Khawa, quand ça les arrange, mais quand ça ne nous arrange pas. Un simple exemple, avant de finir. On a Jamal Azaï, 2 ans de prison ferme à Tizi Ouzou. Ses avocats attendent le retour du dossier du Conseil de la Cour suprême. Parce qu'il est du MAC que personne ne le défend. Lounes Hamzi, un cadre du MAC, incarcéré à Alger depuis plusieurs mois, son procès n'est pas encore programmé. Personne ne le défend. Pourquoi? Parce qu'il est du MAC. Il y a pas de Khawa, non? On a le Khawa, seulement ceux qui vous arrangent. Les autres ne vous concernent pas. Là, on se bat tous pour le changement démocratique. Voilà, donc le Khawa, c'est comme ça les arrange. 2 ans plus tard, avec les frères musulmans en Tunisie, An-Nahda pour le préciser, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une licence d'un mouvement terroriste là. Il y a eu une Nosra pendant ces 2 années. Moi je me rappelle, on était à Ouargla pour soutenir Yassine Zaïd qui est actuellement, malheureusement, le cas de beaucoup d'entre nous, en exil en Suisse. Après tout le combat qu'il a mené en Algérie. Yassine Zaïd, c'est un syndicaliste, un militant défenseur des droits humains, celui qui se battait aussi beaucoup dans le cadre des droits humains, qui soutenait le mouvement des chômeurs, et qui a eu des déboires avec la justice, qui a été emprisonné à plusieurs reprises. Il est originaire de Rouen. Donc on était là-bas à Ouargla, il y avait 2 militants tunisiens, 3 militants, dont 2 filles, un garçon. Ils sont venus, ils ont discuté.
Moi, du moins, ma part de combat en tant que militant, c'est de débattre aussi, d'essayer de expliquer que le peuple tunisien n'est pas une exception. J'ai l'impression d'entendre les mêmes choses. En Algérie comme même derrière, donc on est une exception. On est une exception en quoi? Donc quoi? La seule exception peut-être qu'il y a, ce que je reconnais, c'est que la plupart des révolutions se sont essoufflées en une année. Nous connaissons 2 ans, on ne perd pas l'espoir. C'est la seule exception. Nous sommes un peuple qui ne perd pas l'espoir. La meuf change pas de nubri wahdi, c'est nous wahd, si wahd, allez t'accale avec nous à ce compte. C'est la seule, on est tous comme les autres peuples et on passe des expériences comme celles des autres peuples. Et bon, je sais comme nous, pendant les années 90, on se battait contre le système. Mais on se retrouvait avec devant contre l'islamisme. Attention les islamistes, aujourd'hui vous allez avoir affaire avec un seul, demain vous aurez 10 000. Ils sont comme ça, les grimlis. Parce que le projet le populisme, l'islamisme, ils instrumentalisent la question de l'islam, qui touche au foie, c'est normal qu'ils mobilisent. Surtout qu'à l'époque ils avaient les mosquées. Donc ça va. C'est la famille de l'Aizerné, comme Allah Akbar, ça a qu'un peu d'arabisme, du sud de l'Ainata. Ça a qu'un peu de l'Ainata. Il est de la technologie. Entre autres, c'est essentiel. Faites attention, l'islamisme est un phénomène que nous avons vécu. Malheureusement pour vous, Ben Ali, il a tout fait pour isoler, y compris pour isoler le peuple tunisien du peuple algérien. Ce qui est notre faute aujourd'hui. C'est-à-dire les Tunisiens n'ont pas tiré profit de l'expérience algérienne. Et c'est exactement notre cas aujourd'hui. Nous n'avons pas tiré profit de l'expérience tunisienne. Chose pour laquelle, la raison pour laquelle je suis en train de vous parler du cas tunisien. Pendant ces 2 années, ou presque 3 années de la transition, il y a eu naissance d'un mouvement wahhabiste. Le mouvement wahhabiste qui a fini même par créer des groupes terroristes, entre autres, la région la plus connue par ce phénomène, c'est la montagne de Chaïn Bawakila entre Bissa et la Tunisie. Là, ils commencent à occuper l'espace public. Ils commencent même à appliquer Sharia. Ce qui a sauvé les Tunisiens, c'est la fin de la période de transition. C'est l'élection présidentielle, parlementaire et présidentielle. C'est ce qui a sauvé les Tunisiens. Pendant ces 10 ans, comme les islamistes n'ont ni projet économique, ni projet de société, ni vision, ni rien du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, quand Erdogan et son armée sont en Libye. Parce qu'il est venu chercher son but. Lui qui finance le 2e pourvoyeur de l'OTAN. Il n'a pas eu sa part du pétrole. Il a attendu plusieurs années, maintenant il est parti la chercher lui-même. Évidemment, sous d'autres formes, en disant, il a même osé dire, la Libye appartient à l'Empire ottoman. C'est l'héritier pour justifier son invasion. Et vous savez aussi qu'il y a une guerre entre la France et la Turquie. Tout ça, c'est le Sahel. Hein? Parce que si tu as la Libye, tu as une porte vers le Sahel. C'est une guerre. Mais la façade est autre. Erdogan qui instrumentalise aussi la question religieuse. Et il veut être aujourd'hui la référence de l'islam. C'est lui qui défend l'islam et tout. Mais dans le fond, ce n'est qu'une guerre économique et géostratégique. Et il faut qu'on ouvre aussi nos yeux. Pendant ces 2 années ou presque 3 années, il y a eu une naissance d'un mouvement terroriste. Et pourquoi Nahda ne se battait pas contre? Les frères musulmans, ils veulent avoir le pouvoir par des moyens pacifiques. Et pourquoi ils ne voulaient pas s'attaquer au mouvement wahhabiste et terroriste qui est né pendant ces 2 années de Nahda? Parce que tout simplement, ils ont le même projet. Ils diffèrent dans les moyens, mais ils ont le même projet. La seule différence qu'il y a entre les wahhabistes et les vrais musulmans, c'est que les wahhabistes veulent prendre le pouvoir avec la violence et les vrais musulmans veulent prendre le pouvoir avec les moyens non violents. Mais le projet est le même. C'est comme aujourd'hui dans le cadre du mouvement populaire, 2 démocrates, l'un de gauche, l'un de droite. Ils ne vont pas chamailler pour la question de droite ou de gauche, parce qu'il s'agit aujourd'hui du projet démocratique en Algérie. Donc l'un il peut fermer les yeux sur l'autre. C'est exactement le cas en Tunisie avec An-Nahda.
et le mouvement d'Al-Nusra qui est issu. Mais le problème, c'est que pendant ces 2 années, 3 années, il y a eu le chaos social, la misère sociale. La Tunisie, ce n'est plus le pays né, même sous domination, sous dictature de Ben Ali. Il y avait quand même une fibre, il y avait le tourisme, il y avait les gens quand ils viennent, ils vivent tranquillement. Mais c'est parce que ça va, parce qu'il y a la dictature. Et quand on oblige les Tunisiens à accepter parce que le tourisme acquis, c'est tout autre chose. Il faut changer les mentalités pour faire du tourisme. Ce n'est pas seulement les structures, c'est pas autre chose, c'est pas les capacités touristiques aussi. La misère sociale. Les islamistes, ni projet, ni vision, ni projet économique, ni plan social, ni rien d'autre. C'est le chaos pendant ces 2 ans. Et comme les Tunisiens ont fait face à l'islamisme, ils ont compris ce que c'est l'islamisme. Et à ce moment-là, les démocrates que nous sommes n'étaient pas organisés en Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voté pour celui qui disait que nous allons en finir avec l'islamisme. Et c'est qui? C'est qui est le visage de l'ancien régime. Donc on est condamné dans cette région, soit à avoir l'ancien régime sur le pouvoir, ou les islamistes. On laisse la voie démocratique. Ça veut dire qu'on est condamné à vivre soit avec le régime et le système, soit avec les islamistes. C'est exactement ce qui s'est passé pendant les années 90 et c'est exactement ce que nous pouvons vivre justement en Algérie d'aujourd'hui. Le système, à chaque fois qu'il se sent menacé, il fait appel aux islamistes. Et nous, à chaque fois qu'on se soulève contre le projet, on se retrouve à avoir 2 fronts, 2 combats, contre lui, parce que ni l'un ni l'autre n'est démocrate. Exactement en Égypte, les frères musulmans ont pris le pouvoir. Et il s'est passé quoi? Un putsch au nom justement de la légitimité, au nom de l'armée qui va vous défendre contre l'islamisme, contre le terrorisme qui commençait aussi à naître en Égypte. Et les Égyptiens ont eu qui? On a eu Sisi, un militaire encore au pouvoir. Il a fait quoi? Il a libéré Moubarak, les corrompus. Il les a libérés et les Égyptiens se sont retrouvés, après plusieurs années de combat et de lutte pour la démocratie et la liberté, sous l'égide des militaires. Ça veut dire qu'on n'a rien fait. C'est pour ça que je le redis, j'arrête pas de le dire à chaque fois que j'interviens, tirons les leçons des voisins. Les Khoya, on a une mémoire courte de notre histoire, de notre propre histoire, parce que je pense que notre propre histoire est déjà bien. On a tout vécu, on a tout vu. On connaît le système, on connaît les islamistes, on connaît tout. La seule différence qu'il y a peut-être entre nous et entre les islamistes de Tunisie, pour aboutir au contexte d'aujourd'hui, c'est qu'en Tunisie, c'est plutôt pas les militaires et tout. Nous, on n'a pas les bourgeois. En Tunisie, c'est les bourgeois qui tiennent le pouvoir. Nous, on a les militaires, on a des oligarques, on n'a pas de bourgeois. On a la classe bourgeoise, mais on n'a pas le pouvoir comme c'est le cas en Tunisie. En Tunisie, c'est des oligarques. Un oligarque, c'est un dinar, le lendemain, c'est un milliard. Mais il n'a pas la culture bourgeoise. Donc, les classes populaires qui se sont soulevées afin de changer les choses, y compris sur le plan social, économique et tout. La justice sociale aussi, chose qu'ils revendiquent aujourd'hui. Les islamistes, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas s'y maintenir sans alliance avec la classe bourgeoise qui avait le pouvoir. C'est l'ancien pouvoir. Au détriment de qui? Au détriment des classes populaires qui revendiquaient la justice sociale, la dignité et tout. 10 ans plus tard, alors qu'ils ont le multipartisme, alors qu'ils ont les élections transparentes, je ne sais pas si vous suivez, à voter non, à non, chose que nous n'avons pas nous. Ils ont l'alternance au pouvoir, les visages changent. Il y a eu Nahda, il y a eu le Marzoukani son Nahda, les Darouaz Boumistaki, c'est un sujet jusqu'à 15 jours, on va débattre avec lui. Je disais qu'au début du mouvement populaire, on n'avait pas les tribunes Massa, et 40 millions de francs d'argent. Donc nous connaissons 40 millions. D'ailleurs à l'époque on n'avait même pas de médias, on était interdits. Donc c'est là parce qu'ils ont noué leur accord avec le régime. Sur le film, mais je reviens au sujet initial. Donc les frères musulmans ont noué un accord avec la classe bourgeoise de l'ancien régime au détriment des luttes sociales, au détriment des classes populaires et des femmes pour revendiquer le changement. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Miraoun, malgré l'alternance au pouvoir, malgré les visages changent, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de la presse,
savez qu'en Tunisie, en 2012, une fois, j'ai été interpellé à l'aéroport. J'ai dormi dans l'aéroport, donc interpellé par les gendarmes. J'ai passé 3 ans sans pouvoir quitter le pays. Ça, c'est en 2012. Mais, donc, malgré l'alternance au pouvoir, malgré les élections transparentes, malgré la liberté d'expression, en 2012, il n'y avait pas encore les enquêtes en Tunisie. Les journalistes, là, je suis aussi l'enquête, il n'y a pas d'enquête. Tu ne peux pas révéler quelque chose. C'est la dictature. Malgré tout ça, 10 ans plus tard, les mêmes classes populaires qui manifestent pour dire justice sociale, la dignité, les mêmes revendications il y a de cela 10 ans. Malgré tous les acquis. Aujourd'hui, ils ont l'impression que rien n'a changé, rien n'a évolué. Ils vivent la même misère, la même dictature. D'ailleurs, ça a commencé dans les stades aussi, encore une fois, parce qu'il y a eu un mouvement de jeunes, de footballeurs qui supportent l'Ifriqi, un club Ifriqi, le 14 janvier, l'anniversaire de la révolution tunisienne. Ils étaient interpellés, emprisonnés. Heureusement que là-bas, les juges, les magistrats, comme a été le cas à un moment donné aussi en Algérie, où les juges ont pris position pour le mouvement populaire, mais là-bas ils sont plus organisés, ils sont plus puissants, ils ont décidé de libérer tous les jeunes qui ont été interpellés. C'est aussi un acquis de la révolution, mais c'est peu. Donc j'ai assisté hier à la manifestation des Tunisiens ici, et j'étais sidéré, du moins les analyses nous ont donné raison, sidéré d'entendre de leur bouche comme quoi rien n'a changé en Tunisie, et aujourd'hui ce sont les mêmes revendications, le même combat, tout. Et je me dis, eux qui ont évolué, eux qui ont tous ces acquis, manifestent 10 ans plus tard pour la même chose, et nous qui n'avons même pas commencé. Et une fois là-bas, ils pointaient du doigt l'ancien régime, ce qu'ils appellent les bourgeois, etc., et le Khouandjia. Pourquoi? Al-Nahda a bloqué toute évolution, a bloqué toute transformation, a bloqué tout régime, tout projet, elle bloque même les remaniements ministériels pour placer les siens. Donc aujourd'hui, les Tunisiens, 10 ans plus tard, ont compris une chose que nous avons compris, les mouvements de rupture, mais avec le changement. Nous ne pouvons pas nous battre pour un projet démocratique en mettant dans l'équation le régime que nous avons en face et les islamistes, parce que ni l'un ni l'autre ne goûtera et ne pourra instaurer un projet démocratique en Algérie. C'est impossible, y compris par la nouvelle variante comme le coronavirus, la nouvelle variante islamiste qui les frères musulmans. Nous ne pouvons pas le faire, c'est impossible. Et aujourd'hui, l'un des projets que nous avons et que nous souhaitons répandre ici, à Place de la République et en Algérie, un projet démocratique, que l'on ne se bat pas pour un demi-projet démocratique. On se bat pour un projet démocratique avec toutes ses valeurs et principes. Aujourd'hui, ne me dire pas, avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que vivent les pays voisins, qu'on ne va pas appliquer, on ne va pas séparer la religion de l'État. Mais vous avez quel enseignement nous avons tiré des expériences précédentes? La laïcité, la laïcité parce que l'Algérie est une majorité musulmane. Mais qui a dit le contraire? Nous nous battons pour que les institutions de l'État, pour que la religion ne s'interfère pas dans les affaires de l'État. C'est combat. On ne se bat pas, on n'est pas un mouvement pour désislamiser, démusulmaniser l'Algérie. Mais les gens ils doivent ouvrir leur tête quand même. L'une justement de nos failles, et là je parle de démocrate, moi je suis convaincu que la solution est démocrate. Et la solution n'est pas demi-démocrate, elle est démocrate, avec toutes ses valeurs et principes. L'égalité entre la famille, la séparation de religieux de l'État, la laïcité des institutions et des lieux de savoir. Le droit des minorités, toutes les minorités religieuses, sexuelles, d'autres. La démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est le respect de la minorité. Et
Quand on mesure la démocratie d'un pays, c'est par rapport à sa minorité, c'est pas par rapport à sa majorité. Et il n'y a ni respect ni minorité, ni l'égalité, ni la différence, ni le respect de la différence. Ça nous aide juste pour pouvoir le rencontrer. Personne ne vous a agressé ici, personne ne vous a manqué de respect. On est là, on débat, on échange, on intervient. S'il y a une question comme le cas de notre ami tout à l'heure, donc on peut avoir un débat ensemble. Il est où le mal dans ça? Pourquoi on est tout le temps agressé, menacé, insulté? Une jeune derrière, il a manqué de respect à ma mère. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc vous nous ôtez le droit même d'exister. Rien que exister déjà, c'est... Et vous voulez bâtir une démocratie. Quel modèle de démocratie vous voulez bâtir? Vous voulez juste reprendre une dictature par une autre. Ni plus ni moins. Et nous, on ne se bat pas pour changer les visages, mais pour changer une démocratie par une autre. Nous, on se bat pour le projet démocratique. Et nous savons aujourd'hui que la solution est dans la troisième voie. Elle n'est ni militaire avec ce régime, et ces oligarques, ces pratiques, ni islamistes. Ni l'un ni l'autre ne peut bâtir le projet démocratique en Algérie. La solution, c'est la voie démocratique. Et la solution réside dans le rassemblement des démocrates. Malheureusement, j'ai moi-même constaté certains de nos démocrates qui, par peur d'être isolés par la société, par le mouvement populaire, usent du même discours que les populistes. Ça change quoi? Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à rassembler les membres de ta famille, tu penses aux islamistes. J'ai toujours entendu les démocrates parler de l'islamisme. C'est on dit mais le projet démocratique avec ses valeurs. Non, les islamistes existent. Je sais qu'ils existent. Est-ce que vous avez entendu parler un islamiste? Est-ce que vous avez entendu dire à un islamiste que on ne peut pas bâtir l'Algérie État islamique parce qu'il y a les démocrates? Eux, ils se battent pour leur projet. Et justement, ils arrivent à rassembler les leurs autour de ce cadre. Donc nous, on n'arrive même pas à rassembler les nôtres. Pourquoi? Parce qu'on use du discours populiste. Comment voulez-vous que les démocrates s'identifient en nous si on use d'un discours populiste? Et il faut s'assumer politiquement. C'est là où commence le projet démocratique. Que les démocrates s'assument et que les démocrates se rassemblent avec leurs différences. Nous savons que nous différons dans pas mal de points. Mais faisons dans notre différence des choses qui divergent entre nous une fois justement pour rassembler. Nous avons émis un texte. Parce qu'en fait, c'est un nouveau lieu et nos amis qui étaient là depuis le début. Et comme nous ne pouvons pas tenir 2 agoras, donc avec 2 microphones, afin de ne pas chevaucher les interventions des uns et des autres, donc on peut leur laisser aussi l'heure. Donc, juste pour finir, et il est urgent aujourd'hui. La lutte, ce n'est pas dans la quantité, mais elle est dans la qualité. Et la qualité, c'est le projet démocratique. Et il est temps aujourd'hui. Parce que demain, ce sont nous qui serons pointés du doigt. Comme c'est le cas en Tunisie, hier on m'a dit, quand je leur ai dit, pourquoi il n'y a aucune force politique qui a su capitaliser autour de toutes ces luttes sociales, toutes ces classes populaires qui se battaient pour la justice sociale, pour qu'il n'y a pas de front. C'était ça l'erreur. Parce que le front, justement, le front de gauche, le front démocrate, qui pouvait justement se constituer comme alternative, ni l'ancien régime, ni l'ancien islamiste ont failli. Ont failli dans quoi? Ont failli dans le rassemblement. Ils n'ont pas su se rassembler. Et donc nous, démocrates, avec toutes nos divergences, heureusement que nos divergences sont d'ordre politique. Heureusement, c'est notre force. Il est urgent, parce que demain, nous serons pointus du doigt. Dès les futures générations, ou nous-mêmes, dans quelques années, on va se dire que nous pouvions faire quelque chose, mais nous n'avons rien fait, nous avons failli. On a une petite crête entre 2 montagnes, le système et les islamistes. On a une petite crête. Faisons en sorte de rassembler d'abord dans cette petite crête les gens qui peuvent s'identifier en nous démocratiquement, en nous assumant. La transition démocratique, d'abord, il faut peser. Il faut peser pour pouvoir. Il faut rassembler pour pouvoir se constituer en front. Et il faut débattre afin de nous entendre au moins sur un minimum. Le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est le projet démocratique.
et sur les préalables démocratiques, les préalables de la démocratie. C'est le minimum qui est entre nous. Tu ne peux pas te qualifier en tant que démocrate si tu es contre l'égalité entre femmes et hommes, si tu es contre la différence, si tu es contre les minorités. Vous pouvez appeler votre projet comme vous voulez, mais ce n'est pas la démocratie. Il y a certaines valeurs et principes démocratiques sur lesquels nous ne pouvons pas faire marche arrière. Construisons au-delà des valeurs démocratiques. Nous, dans notre texte, par exemple, certains nous reprochent et nous disent « Pourquoi vous n'avez pas de vision économique ?» Oui, nous savons que dans le camp démocratique, il y a peut-être 2 points sur lesquels on peut diverger, on peut les débattre, mais on va diverger. Du moins nous sommes convaincus que ce qui peut lier les démocrates, ce sont les valeurs et principes démocratiques. C'est le minimum qui peut nous lier tous. Dans le projet économique, nous avons parlé de justice sociale. Et nous avons parlé aussi de la répartition équitable des richesses. Donc c'est à nous de trouver le modèle économique adéquat. Mais ne me dites pas que demain, dans ce modèle économique que nous devons trouver ensemble, une région ne sera pas favorisée par rapport à une autre. Ça c'est le principe, ça c'est un préalable. Et répartition équitable des richesses et justice sociale. À nous de réfléchir, c'est ça la marge du débat, trouvons un modèle économique adéquat à notre pays. Donc, je termine par dire, il ne faut pas aussi voir que sur le bout de notre nez, des voisins vivent la même expérience que nous, tirant profit des expériences des voisins. Et surtout, ne lâchons rien. Les démocrates doivent s'imposer, surtout par leur discours. Et j'appelle les partis, IS, les partis, IES, organisations, mouvements, fronts, collectifs ici, dans les capitales du monde, en Algérie, à se rassembler autour du projet démocratique. Et surtout, nous n'excluons pas les luttes sociales. Aujourd'hui, des médecins se battent, des étudiants se battent, des syndicats se battent, des travailleurs se battent. Tout leur combat fait partie du mouvement populaire, fait partie du combat de l'Algérie de demain. La solution, moi je suis convaincu, c'est dans le rassemblement, c'est dans les convergences de toutes les luttes. Seule voie qui nous permet d'abord d'exister. Parce qu'après, tout est un combat pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir peser, et surtout pour pouvoir imposer, et nous imposer d'abord, et ramener ce projet démocratique, la voie démocratique pour l'Algérie. Donc nous, par alternance, maintenant c'est le groupe à côté donc, qui vont faire. Juste, comme le projet du Front Islamique du Salut 1989, où l'opinion culturelle et civilisationnelle du Front Islamique du Salut consiste à protéger la communauté contre toute invasion culturelle et contre les menées des civilisations adverses. En un mot, à préparer la renaissance de la culture et de la civilisation musulmane, et ce, par l'action dans tous les domaines suivants. Petit A, la religion et la charia. En A. Petit B, l'éthique islamique et ses valeurs. En C, le développement du génie propre à la pensée musulmane. Le génie propre à la pensée musulmane. On aurait tout vu. Voilà, donc il faut parler. Il faut parler, il ne faut pas se taire. Surtout la femme algérienne. Et surtout. Merci beaucoup. À dimanche prochain. On n'a pas encore terminé. On laisse nos amis d'à côté intervenir. On n'a pas les court-circuiter. Nous leur remercions pour leur patience. Restons ici, restons là, restons dans les parages. Nous allons reprendre le débat. Merci. أنا اليوم جيت نزيد صوتي